Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition des Matins du Sénat. C'est une affaire qui a fait scandale dans le monde des associations caritatives, l'affaire des faux steaks hachés. Depuis 2018, 800 tonnes de faux steaks hachés composés de gras, de boyaux, de tissus ont été fournis à des associations d'aide alimentaire. Ces faux steaks, fabriqués en Pologne, ne représentent pas de danger pour la santé, mais la justice a ouvert une enquête pour fraude en bande organisée. Et les sénateurs ont tenu à auditionner sur cette affaire les associations caritatives concernées et l'administration chargée de détecter cette fraude. Je vous laisse écouter cette table ronde. Nous sommes parlementaires, mais nous sommes aussi élus locaux et que nous connaissons votre travail sur le terrain, que moi je voudrais saluer et vous dire que nous menons cette série d'auditions. Je m'inscris totalement dans ce que a dit Madame la Présidente, non pas dans un tribunal parlementaire, mais pour mieux comprendre et surtout faire des propositions pour que cela n'arrive plus. Et nous voulions commencer par vous parce que vous et les bénéficiaires en sont les principales victimes. Alors, je viens très rapidement maintenant sur 3 questions précises. D'abord, vous l'avez dit, il y a un lien de confiance qui va être à recréer. Moi, je voulais savoir quels ont été quand même précisément les débats que vous avez eus avec les bénéficiaires, parce que c'est vrai que c'est évidemment révoltant, vous l'avez dit, ça touche 1 million de personnes. Donc, et le climat aussi dans vos équipes et les équipes dirigeantes. Et puis, une question précise. Vous l'avez dit, ce fonds européen participe à l'équilibre, je dirais, alimentaire, notamment les steaks. Comment vous gérez la pénurie aujourd'hui? Puisque, si je comprends bien, vous avez encore les stocks, mais vous ne les donnez plus, donc il y a pénurie. Donc comment vous la gérez concrètement aujourd'hui? Puisque, vous l'avez rappelé, les questions de précarité et le nombre de bénéficiaires sont croissants, donc vous devez avoir un problème urgent à régler. La deuxième, c'est sur les pistes que nous avons à créer. Est-ce que, par exemple, vous ne pensez pas que vous pourriez être associé avec France Agrimaire pour rédiger le cahier des charges, notamment sur le critère qui n'est que prix, mais sur la question de qualité, et comment s'effectuent aujourd'hui les contrôles? Est-ce que vous pensez qu'ils sont trop légers? Comment vous pourriez les faire en amont, mais aussi quand vous avez la livraison, je dirais, dans vos locaux? Et la dernière chose, c'est sur le process. S'il y a un problème, vous nous avez dit, on s'est retrouvé seul, un peu désarmé. Et nos autorités de tutelle nous ont dit, on ne sait pas comment faire. Moi, je voulais bien comprendre, entre le moment où vous êtes averti, si j'ai bien compris, par les bénéficiaires, vous êtes alerté, vous donc sonnez l'alerte, vous diligentez vous-même des contrôles. Donc voilà. Combien de temps il s'est passé, je dirais, entre les premières alertes et puis le moment où vous décidez de retirer les steaks? Et puis, est-ce que vous vous êtes mis en relation? Est-ce que chaque association, du coup, s'est débrouillée comme elle pouvait? Et quelles sont les pistes et quel process vous demandez, notamment aux autorités de tutelle, de mettre en place? Parce que s'il y arrive un problème, pour que très vite, par exemple, les steaks ou d'autres denrées alimentaires soient sortis de vos stocks. Voilà, je vous remercie. Merci Fabien. Je vais donner la parole à Laurent Duplon, ensuite à Bernard Buis. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais, avant de démarrer mes propos, vous dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté derrière ce que je dis. Les associations françaises caritatives qui aident les personnes, pour moi, sont irréprochables dans cette affaire-là. Par contre, je viens de publier un rapport il y a 15 jours qui démontre qu'aujourd'hui, notre agriculture est en phase de perdre ses parts de marché, de perdre sa suprême, et de faire qu'aujourd'hui, nous ouvrons encore un peu plus la porte tous les jours aux produits d'importation. Et que l'exemple dont on a aujourd'hui connaissance est ni plus ni moins que ce que nous constaterons dans les années à venir de plus en plus. Pour 2 raisons. La première, c'est parce que quand on cloue au pilori notre modèle agricole et qu'on demande à celui-ci de sans arrêt monter en gamme, eh ben, on entraînera de facto la séparation des Français. Avec d'un côté des Français qui auront les moyens de se payer une alimentation hyper qualitative, et de l'autre, des Français qui n'auront pas les moyens, et comme nous aurons tué une part importante de notre agriculture, eh bien, seront voués à uniquement avoir comme seule possibilité de consommer eh bien, des produits étrangers. Le deuxième élément à cela, et je l'ai relaté dans mon rapport, c'est qu'il est consacré toutes les années la somme de 10 millions d'euros, uniquement 10 millions d'euros, c'est-à-dire une semaine de recettes du loto, au contrôle des produits importés. Et que
sans arrêt contraindre nos agriculteurs à avoir plus de normes et plus de réglementations, sans se donner les moyens de vouloir contrôler les produits importés, c'est accepter qu'une concurrence déloyale se mette en place, c'est accepter malheureusement l'exemple que vous vivez, c'est-à-dire des produits qui rentrent chez nous et qui ne correspondent pas ni à nos standards, ni à nos normes, et qui viennent concurrencer de façon totalement déloyale les producteurs français. Donc vous avez compris que c'est une déclaration et pas une question, mais merci Laurent. Bernard Buis, ensuite Cécile Cukierman. Merci Présidente, merci Mesdames et Messieurs. Moi, par rapport à ces événements tragiques, est-ce que vous avez ressenti de la défiance vis-à-vis de vos organisations? Est-ce que vous avez senti un départ de certains bénéficiaires? Et si tel est le cas, comment pensez-vous pouvoir les récupérer? Après, j'ai une question concernant le contrôle, concernant la livraison. Quels sont les contrôles qui sont mis en place lors des livraisons? Comment vérifiez-vous que le cahier des charges qui a été établi est bien exécuté? Moi, j'étais gestionnaire dans un collège précédemment, donc on adhérait à des groupements d'achat, on avait des cahiers des charges précis, on avait des fiches projets et des fiches pour chaque denrée qui était livrée. Et lorsqu'on avait une livraison, donc on avait le magasinier qui vérifiait que tout était conforme par rapport à ce qui avait été établi au départ, et on rejetait, on refusait à la livraison les marchandises. Est-ce que vous avez assez de personnel pour pouvoir faire ça ou pas? Voilà. Merci Bernard. Cécile Cukierman, ensuite Daniel Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente. La question s'adresse un peu à tous. Tout d'abord, je crois que c'était important effectivement que nous puissions vous entendre, parce qu'au-delà de ce scandale finalement qui vous touche, je crois qu'il y a plusieurs aujourd'hui urgences, des urgences immédiates et puis d'autres qui se résolveront certainement un peu plus avec le temps. Vous avez tous quasiment évoqué le sentiment un peu de solitude dans lequel vous vous êtes retrouvés face à cette situation, de la difficulté d'ailleurs d'un cahier des charges établi et qui peut amener un certain nombre de dérives, et comment est-ce que l'on gère une fois le scandale en tout cas découvert, ces contradictions. Donc j'avais moi aussi l'autre question, c'était par rapport, mais cela vient d'être dit, sur les bénéficiaires. Est-ce qu'il y a eu de la défiance? Est-ce que cela amène à modifier les régimes alimentaires? Puisque, vous le disiez, l'objectif notamment de ce fonds est d'apporter le mieux possible, même si c'est parfois loin d'être satisfait, en tout cas un équilibre alimentaire à l'ensemble de vos bénéficiaires. Donc est-ce que cela ne va pas tout fragiliser sur la suite? Et puis je finirai juste sur une remarque, mais comme l'a fait Laurent Duplon, je crois que cela doit nous amener aussi à revoir toute la question du rapport entre l'agriculture et l'alimentation, et comment on n'exclut pas davantage encore demain dans notre pays une précarité sociale qui devient également complémentaire d'une précarité alimentaire, et donc d'une alimentation pour certains de qualité avec tous les labels possibles, et pour les autres les restes malheureusement de ce qu'il y a à manger sur la planète. Merci Cécile. La parole est à Daniel Grémillet. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord vous rendre hommage au travail que vous réalisez au quotidien. J'aurais une question qui est à la fois une remarque. Là, on est sur une aide alimentaire financée par d'où? Non, mais c'est pour ça que je fais une distinction, puisque j'ai eu une autre vie. J'ai beaucoup travaillé avec vous dans des dons alimentaires, avec des entreprises locales, en direct, qui est complètement distincte. Complètement distincte, puisque ce sont des relations entre du privé vis-à-vis d'associations qui font un travail sur le terrain. Là, on est sur du public, de l'argent du contribuable. Et je souhaiterais effectivement avoir votre avis. Comment pourrions-nous sécuriser, à votre avis, est-ce que c'est le niveau communautaire ou est-ce qu'il doit être délégué au niveau de chaque État membre, avec des fonds communautaires, ce qui n'est pas la même chose. Parce que, comme ça a été évoqué notamment par Laurent, on est dans l'Europe, mais tout le monde n'a pas les mêmes règles de mise en marché au niveau des produits alimentaires. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous imaginez plutôt des critères européens déclinés par État membre ou uniquement européens? Deuxième remarque, parce que cette affaire elle est très sérieuse. Au-delà de l'aspect
très négative vis-à-vis des populations fragiles que vous accompagnez. En plus, ça jette un discrédit complètement sur l'alimentation française, indirectement. Et là, ça rejoint l'autre question. Je pense qu'il y a quand même une faille. Il faut mettre en place un système qui ne soit pas complexe, qui ne coûte pas cher, mais il faut le mettre en place malgré tout, de contrôle qualité, avant même, lorsqu'on est sur des marchés aussi importants, avant même de commencer à distribuer les lots. Et donc, là encore, comment pouvons-nous mieux sécuriser la distribution lorsque vous réceptionnez ces lots dont vous bénéficiez? Merci. Je donne la parole à Anne-Marie Bertrand. Merci Madame la Présidente. Donc tout d'abord, je veux remercier les associations qui s'occupent des plus fragiles. Ma question est relativement simple. Le ministre Agnès Pannier-Runacher, au micro de RTL, avait déclaré, je cite, « Il est hors de question que ce type d'attitude se reproduise. Des services existent, des textes existent, j'en déduis qu'il faut alors vous attribuer plus de moyens. Entre-temps, en avez-vous disposé davantage ou bien quelles procédures ont été mises en place pour qu'effectivement ça ne puisse plus se reproduire ?» Et je rejoins mes collègues pour privilégier donc l'alimentation française. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas, donc je vais vous demander de répondre. Peut-être, Monsieur Jacques Bellay, vous pouvez peut-être commencer, à moins que... Voilà. Directement, donc je laisserai ça à mes collègues. Sur la chronologie, puisque vous nous avez demandé, très simplement, le 21 février, en ce qui concerne les banques alimentaires, on a été alerté par la banque de Lannion, la banque Côte d'Armor, qui elle-même a été alertée par des bénéficiaires. On a procédé à des analyses, on a alerté le 19 mars la DGCS, on lui a communiqué le 25 mars les résultats. Le 5 avril, j'y reviens, on a eu une réponse en disant « Écoutez, on n'est pas compétent pour vous dire s'il faut distribuer ou pas. Je ne sais pas qui est compétent. » On a pris sur nous, le 9 avril, donc quelques jours plus tard, d'interrompre la distribution, de la bloquer. Ce n'est pas une décision facile parce que certaines associations n'ont pas compris. D'autres ont cru au contraire qu'il y avait un très grave problème en matière de santé alimentaire. En plus, vous avez vu ici, il y a 4 réseaux. Bon, il eût été normal que l'administration donne une directive claire aux 4 têtes de réseau et nous laisse pas chacun adopter notre politique. Et puis après, dans le débat qui a, comme l'a dit Patrick Blanc, est encore vivant avec le fournisseur, là aussi, on est livré à nous-mêmes. Dans un rapport de force, on n'a pas le lien contractuel avec le fournisseur et on nous dit allez, voyez les modalités pratiques et voyez aussi les modalités financières. Vous lui envoyez les factures. Bon, on n'a aucun lien contractuel, nous, avec le dénommé Voldis. Bon, voilà. Alors, après, sur l'importance, on ne l'a pas cité, le FEAD, globalement pour la France, c'est 85 millions par an d'euros. Hein, 85% Europe, 15% État français. Donc c'est beaucoup d'argent. Les pistes, on en a évoqué tous collectivement, hein, de façon vraiment très modeste. Hein. Une fois encore, dans le rapport d'exécution 2017 FEAD, on répétait ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire les pistes, elles sont simples, hein, vous les avez évoquées, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est contrôle qualité, assurance qualité, politique RSE, bilan carbone, ce sont des marchés européens, on peut mettre ces critères dans les marchés européens. Voilà. Et ils devraient tout de même permettre de monter en gamme en matière de qualité et d'éviter et si possible, avec un bilan carbone, de favoriser les producteurs français. Enfin, on tombe sur la tête. Ça, là. Monsieur Grinon, si vous voulez prendre... Oui, alors sur la question de la relation avec les personnes aidées, bon, il y a une relation de confiance, hein, qui s'instaure au fur et à mesure de nos distributions.
Bon, ce sont des personnes que l'on voit entre une et plusieurs fois par mois, hein, en fonction des structures. Et c'est vrai que là, il a fallu effectivement parler, échanger avec elles. Bon, c'est d'autant plus dommageable qu'il y a, je l'ai constaté depuis plusieurs décennies, il y a tout de même eu une augmentation de la qualité des produits du FEAD qui nous sont proposés à travers sa diversité. Ce qui n'était pas effectivement le cas au tout début, lorsque ce n'était pas le FEAD, mais c'était à travers la PAC, la politique agricole commune, où là on n'avait que quelques produits, 4, 5, 6, alors que là maintenant on a un éventail d'une trentaine de produits, enfin un petit peu moins, mais donc là-dessus ça s'est considérablement amélioré. Et effectivement là c'est décevant, mais effectivement là on est sur un problème de fraude, donc de gens qui sciemment, contournent quelque chose, manifestement. Ça, on verra, on va laisser la justice dire. Voilà. On n'est pas au tribunal, je le répète. Disons qu'il y a un moment, il y a quelque chose. Donc là-dessus, donc ça c'est pour venir au contrôle. Alors c'est vrai que nous sommes plutôt, tous ensemble, nous sommes plutôt des spécialistes de l'aide aux personnes. Le contrôle, pour nous, en tout cas, ce qu'on peut plaire, mais peut-être pour les autres, ce n'est pas notre domaine de compétence. Donc, on préfère laisser ça en amont aux structures de l'État, que ce soit France Agrimaire ou autre, parce qu'on ne voudrait pas entrer là-dedans, sachant que le FEAD est tout de même quelque chose qui, pour les associations, est extrêmement contrôlé et très lourd administrativement pour les associations. Hein. Vous savez que les contrôles que l'on a, on est obligé de rendre compte au kilo près. Donc quand on a 900 ou 950, je parle pour un département, près de 1000 tonnes de produits qui arrivent, être obligé de rendre compte au kilo près, c'est quelque chose de très contraignant. Donc il ne faudrait pas que la charge des contrôles, en plus, nous retombe dessus. Voilà. Très bien. Monsieur le Président Blanc. Oui, pour compléter, je voudrais souligner auprès de votre Assemblée que nos 4 associations sont en contact permanent justement sur ce dossier du FEAD, d'ailleurs par rapport au problème du futur budget européen. Mais donc au quotidien, nos équipes communiquent, et donc dès qu'on a eu ces premières alertes qui nous sont effectivement remontées au Resto du Cœur directement par des personnes accueillies, et qui a été confirmée par les responsables des centres des restos, nous avons contacté la Croix-Rouge, les banques alimentaires, le Secours populaire, pour voir si c'était un problème qui était spécifique à un centre ou bien si c'était un problème plus général. Et donc, les démarches ont été faites de façon très coordonnée. Je crois que ça, c'est important à souligner. Alors, par rapport à la question de la confiance des personnes qu'on accueille, tout de suite, nous avons fait faire des premières analyses, puisqu'on travaille avec un laboratoire au point de vue qualité, pour vérifier d'abord qu'il n'y avait pas de problème sanitaire, hein, puisque c'était évidemment ça notre crainte première. Donc là, on a été rassuré de ce point de vue-là, ce qui fait qu'on n'a pas eu à déclencher une alerte générale qui, à ce moment-là, je pense, aurait beaucoup plus paniqué les personnes accueillies. Le fait qu'on ait ensuite été conduit on avait d'autres protéines à proposer que la viande. Dès qu'on a sorti du circuit ces steaks hachés, puisque évidemment on propose des protéines, on avait du poisson, d'autres protéines qui pouvaient être proposées. Et puis en ce qui nous concerne, on a fait des achats en direct d'autres steaks hachés pour remplacer, mais évidemment beaucoup plus cher. Alors sur les contrôles, lorsque les produits arrivent dans les centres, d'abord dans les entrepôts départementaux, puisque dans chaque département on a un entrepôt, donc il y a un contrôle qui est fait effectivement par le responsable de l'entrepôt de conformité par rapport à la fiche produit. Là, ce sont des palettes entières qu'on reçoit, donc comme on est sur des produits surgelés, le responsable de l'entrepôt ne va pas tout de suite éclater la palette pour vérifier chaque lot qu'il y a dans la palette. Donc on peut effectivement commencer à stocker des produits qui sont non conformes sans s'en apercevoir. Mais c'est après, au moment où ces produits sont éclatés
pour être distribués dans les différents centres, qu'à ce moment-là, on s'aperçoit, puisqu'il y a à nouveau un contrôle, hein, il y a un suivi avec les fiches de produits, hein, les bons de livraison sont tous suivis et précisément c'est une demande du FEAD d'ailleurs qu'on les garde pendant plusieurs années. Enfin, d'autres contrôles seraient plus utiles que celui-là. Mais enfin bon. Voilà, et c'est à ce moment-là, quand on a vu des problèmes de couleur, si vous voulez, hein, qui sont apparus, qui sont apparus anormales, qu'à ce moment-là, les réactions ont eu lieu, quoi. Voilà, donc, mais du coup, nous n'avons pas constaté de défiance nouvelle des personnes accueillies par rapport à l'association. Un étonnement, un mécontentement évidemment, hein, mais comme il y a un dialogue quand même permanent entre les bénévoles et les personnes qu'on accueille, voilà, et qu'on a pu essayer d'apporter réponse, ça n'est pas cassé. Très bien. Madame Anne Bidot. Merci. Je pense que l'essentiel des points ont été évoqués. Moi, je rejoins mes collègues sur le fait que la relation contractuelle avec les fournisseurs est vraiment du ressort des services de l'État et c'est leur responsabilité de mener les contrôles et ils le font. Nous, on aimerait qu'il soit effectivement plus rapide, c'est-à-dire dès la livraison et pas quelques mois plus tard, puisque de fait, on a potentiellement commencé à écouler les stocks. Après, nous, on fait des contrôles quand on reçoit, on vérifie la quantité de marchandises, on vérifie que si elle est surgelée, elle l'est bien, on vérifie que les emballages sont conformes. Après, on ne fait pas à réception des produits des contrôles sanitaires ou histologiques de composition elle-même. Parce que quand les produits ont été livrés, ils indiquaient bien que c'était des steaks 100% muscles, etc. Enfin, voilà, d'où a-t-on pris. Si la fiche technique avait été non conforme, on les aurait de fait refusées. Voilà, sur la chronologie, effectivement, on travaille énormément ensemble. On a effectivement cofinancé certaines des analyses, donc on a les mêmes calendriers. Nous, on a, j'ai envie de dire, on a eu un petit avantage, mais qui est vraiment lié au hasard, c'est qu'on a des calendriers de livraison qui étaient un petit peu décalés, ce qui fait qu'on a reçu, nous, les derniers steaks au niveau national en février. Donc, comme on a eu les alertes à ce moment-là, le temps de faire les analyses, on les a gardés au niveau national. Donc, pour les départements qu'on gère en direct, on ne les a pas distribués, mais encore une fois, c'est juste de la pure chance qu'on n'y ait pas été confronté. Sur la relation avec les bénéficiaires, entre nos associations et notamment, en l'occurrence, la Croix-Rouge française et les bénéficiaires, elle n'est pas altérée parce que de fait, on travaille avec eux sur beaucoup d'autres sujets. Ça a levé des interrogations, surtout quand c'est sorti dans la presse. On a pu expliquer ce qu'il en était, mais la colère ou la méfiance, s'il y en avait, était plus vis-à-vis un petit peu du système, des injustices de la société, du fait effectivement de se retrouver, le sentiment peut-être pour certains, parce qu'ils étaient les plus démunis, de se retrouver avec des produits de moindre qualité que nous-mêmes, on n'aimerait pas avoir dans nos assiettes. Mais ce n'était pas par rapport à nos associations. Et je pense que le dialogue, pour le coup, il est constant et c'est un accompagnement. On donne des denrées alimentaires, mais on fait un accompagnement social sur beaucoup d'autres dimensions qui fait que la relation est là. Très bien. Oui, Michel Raison. Merci Madame la Présidente. Toute petite question. À quel moment vous êtes au courant ou est-ce que vous n'êtes pas du tout au courant du prix de l'achat de cette marchandise? Ce qui pouvait aussi être un indice, puisque si le prix est anormalement bas, c'est qu'il y a un loup. Et la deuxième remarque, je rejoins, mais M. Grinon l'a bien dit, il faut qu'on fasse très attention de ne pas mélanger deux thèmes, la montée en qualité que tout le monde souhaite, que ce soit chez vous ou chez d'autres particuliers, avec la fraude. Là, on a une fraude qui forcément retombe sur l'ensemble des autres produits parce que c'est là que tout le monde se dit on ne sait plus ce qu'on mange, mais en réalité, c'est bien une fraude, comme c'est exactement le même dossier que celui de la viande de cheval dans les raviolis, quoi. Enfin, celui-là est pire quand même. Je vais peut-être compléter en fait la question, je me permets, de Michel Raison. J'avais effectivement ce sujet du coût du steak, en fait, tel que vous le payez finalement, vous l'achetez. Est-ce que vous avez vu une diminution de ces coûts sur ces produits-là, ou est-ce que vous avez vu plutôt une stabilité? Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez observé sur le coût d'achat pour vous de cette matière première? Et puis une question un petit peu différente et qui est relative à ce que vous nous disiez, vous exprimiez sur la solitude en fait. Aujourd'hui, les associations qui sont là représentent, Monsieur Bellet, à peu près combien de la distribution générale de la collecte, enfin de la distribution alimentaire aux plus démunis? Est-ce qu'il y a d'autres associations
plus petites, qui ont moins pignon sur rue, qui sont aussi qui travaillent aussi avec vous. Et dans ce cas, est-ce qu'il y a quelque part une coordination de l'ensemble de ces associations caritatives, associations de distribution alimentaire? Parce qu'on voit bien que là, entre la Direction générale de la cohésion sociale, la DGCCRF, Agrimer, etc., il y a une espèce de vide ou de trou noir ou triangle des Bermudes, je ne sais pas quoi, dans lequel effectivement on n'arrive pas à gérer une crise comme celle-ci. Sur l'organisation de l'aide alimentaire, comme l'a dit le président des Restos du Cœur, c'est un peu moins de 5 millions de personnes, 4,8 millions. Bon, les banques alimentaires, avec les 5400 associations, 2 millions de bénéficiaires. Là, vous avez deux types d'organisations différents. Vous avez 3 têtes de réseau intégrées, c'est-à-dire qui vont de l'amont jusqu'à la distribution, et les banques alimentaires qui sont le bien commun de 5400 associations, un outil de mutualisation. Bon. Donc ça vous donne un peu la proportion. Voilà, sur votre première question, vous en avez une deuxième que j'ai égarée en route. Sur le prix. Sur le prix. Ouais. Alors, on l'a ex post. On l'a ex post, puisque comment ça marche? On attribue à chaque tête de réseau un budget. Les 85 millions sont répartis, grosso modo, en X millions. OK. Et après, on fait une liste. Et suivant le prix des denrées, certaines denrées ont des cours mondiaux. Bon, on sait, à l'issue des appels d'offres, combien on a eu de tonnes de milliers de litres de lait, de farine, d'huile, etc., etc. Bon. Et donc, on a ça ex post. Sur le prix des steaks, moi je les ai regardés depuis 2 ans, je n'ai pas vu de modification très, très sensible. C'est extrêmement bas, hein. C'est de 35 centimes le steak, sauf erreur. Bon, de 100 grammes, c'est 3,50 € le kilo. Bon. D'accord. Parce qu'on peut très bien imaginer que vous-même, vous êtes sensible au prix pour avoir les quantités. Voilà, il y a un moment, un équilibre à trouver entre le prix et les quantités, monsieur Blanc. Non, honnêtement, non. Je pense que la qualité n'est pas négociable. La qualité n'est pas négociable et il y a des critères objectifs. Voilà, c'est la qualité n'est pas négociable. Monsieur Blanc, peut-être. Oui, donc sur cette question du prix, effectivement, ce que vient de dire Jacques Bellay, je le confirme, c'est ex post qu'on a constaté le prix. Qui n'avait effectivement pas beaucoup varié par rapport aux années précédentes. Et on a vu, donc, quand nous, on a été amenés à faire des achats de steaks de remplacement, et on a trouvé des steaks à un peu plus de 4 € du kilo. Donc, on était au-dessus, effectivement, du prix tel qu'il ressortait de l'appel d'offres. Mais, alors, la différence n'apparaît peut-être pas énorme à l'unité, au kilo, sauf que on raisonne sur des tonnes, sur des centaines de tonnes. Hein. Donc, c'est là où ça fait une grosse différence. Très bien. Quelqu'un veut rajouter, Madame Anne Bidot? Simplement pour compléter, effectivement, le prix n'a pas varié sur les années précédentes et on n'avait pas de problème de qualité, donc pas forcément de raison de s'en inquiéter. Et on n'est pas vraiment en mesure d'estimer si c'est un bon prix ou pas, parce que c'est sur des tels marchés. Nous, on n'achète jamais des quantités pareilles au niveau quasiment international. Donc on connaît nos prix sur nos quantités, qui sont de fait plus élevés. Mais est-ce que c'est lié au volume commandé et du coup à des économies d'échelle ? Ou est-ce que c'est parce que la qualité serait meilleure? Ça, on n'est pas forcément en mesure de l'estimer. Et qu'on est qu'il est censé y avoir des contrôles de qualité et que par le passé, on n'a pas eu d'affaires de ce style, on n'a pas une méfiance spécifique. D'accord. Monsieur Grignon, vous voulez rajouter? Oui, pour compléter cette dernière réponse, effectivement, alors il faut rappeler que les associations n'achètent pas ces produits. Hein, c'est-à-dire que ce sont des prix indicatifs. C'est une relation avec France Agrimer, mais c'est France Agrimer qui est propriétaire de ces produits jusqu'à temps qu'il nous les donne. Simplement, nous avons une indication de prix. Et c'est vrai que, bon, d'abord, par rapport au volume, c'est difficile pour nous de se faire une idée. Et en plus, nous, alors, en tant qu'association et nationale et départementale, le fait qu'un prix, le prix d'un produit soit assez bas, pour nous, ça nous permet, par rapport à un volume d'argent que nous avons, d'en avoir plus. Donc voilà, donc à un moment, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle qu'un prix soit bas sur un produit.
Très bien. Fabien Gay, monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Non, mais j'avais une question aussi sur le prix, mais Michel et puis vous avez dit, mais il y a une contradiction qu'on exprime, c'est-à-dire qu'avec le volume d'argent, parce qu'on a une question, c'est que le FEAD, il a été mis en danger sur la dernière mandature et qu'il va falloir se battre pour le conserver. Donc on n'a pas intérêt à jeter l'eau propre dessus et vous pouvez compter sur nous pour lutter pour conserver le FEAD. Mais on a une contradiction, c'est qu'on veut un volume très fort et en même temps de la qualité. Mais bon, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que nous gardons que l'indice prix? Et donc là, forcément, c'est compliqué. Mais je sais que pour vous, vous n'êtes pas spécialiste et c'est pas à vous de dire est-ce que c'est 3,50 ou 4 euros. Donc ça, c'est pas à vous, c'est ceux qui font, je dirais, le cahier des charges. Mais moi, je voulais vous poser la question, est-ce que vous êtes demandeur d'être associé au cahier des charges avec les propositions que vous avez faites, notamment sur le bilan carbone, une agriculture qui pourrait être plus locale, mais là, ça sera un débat, parce que nous savons que sur les marchés européens, c'est compliqué. Et puis, je reviens juste, j'ai cette question, vous n'y avez pas répondu, mais il y en avait beaucoup, c'est comment vous gérez aujourd'hui la pénurie, là? C'est parce que là, il y a une vraie question et on aimerait, dans les quelques minutes imparties, si vous pouvez nous répondre, parce que j'imagine qu'il n'y a pas eu des fonds qui ont été débloqués ni par l'Union européenne, ni par le FED, ni par la France. Donc vous avez certainement, pour beaucoup, un certain nombre de centres qui sont en pénurie. Voilà, je vous remercie. Merci. Je vais donner dernière prise de parole à Alain Durand et ensuite je vous demanderai de clôturer parce que dans quelques minutes, nous devons recevoir la deuxième table ronde. Merci. Oui, par rapport à l'échange qu'on a eu sur les prix, moi j'aurais une question. Par rapport à, vous avez parlé donc de produits de remplacement que vous avez été obligé d'assurer immédiatement, et puis vous nous avez dit dans vos présentations qu'il restait 340 tonnes stockées, et pour l'instant elles étaient stockées, et tout ça aura un coût. Alors est-ce qu'on peut imaginer que vous auriez des difficultés financières? Nous sommes à peine début juillet, il faut arriver au 31 décembre, et comment on peut imaginer la suite, financièrement parlant, pour chaque association? Merci beaucoup. Madame la Présidente, très rapidement, s'agissant de la pénurie, chaque réseau a des réponses différentes. Nous n'achetons aucune denrée. Donc cette pénurie, elle subsiste. On n'a pas eu de produits de remplacement, si ce n'est les autres protéines animales. Être associé, donc on nous écoute, qu'on écoute nos suggestions, on n'a pas la capacité, ne serait-ce qu'en ressources humaines et en compétences, de piloter des marchés publics européens de ce montant-là. Enfin, sur le problème financier, eh bien pour l'instant, non seulement on n'a reçu aucun fonds, mais on débourse. On débourse tous les mois des frais de stockage. Voilà. Donc nous avons évalué, et on l'a transmis d'ailleurs aux autorités, entre les frais de stockage, les frais de gestion, on en a déjà pour à peu près 150 000 €. Et on va nous livrer bientôt le FEAD 2019. Donc on va avoir 450 tonnes qui vont nous arriver en plus. Et on estime que à partir du 15 juillet, ça va nous occasionner pour quelques mois 141 K €. Voilà. Donc non seulement on n'a reçu aucun centime pour nous aider à passer cette mauvaise passe, mais en plus on débourse. Très bien. Y a-t-il un autre monsieur Blanc? Oui, donc je confirme qu'effectivement, alors bon, les Restos du Cœur, donc on s'en est sorti en achetant, donc en dépensant de l'argent pour, comme je l'ai indiqué, mais actuellement, ce n'est pas le problème de la pénurie qu'on risque d'avoir, mais celui du surstockage. Puisque, comme vient de le dire Jacques Bellay, on va recevoir bientôt les steaks 2019, et donc qu'on va devoir également stocker en gardant les lots pour lesquels il y a une suspicion de fraude. Je vous rejoins, on en est encore sur la suspicion de fraude. Voilà. Très bien. Quelqu'un d'autre veut ajouter? Peut-être Madame Anne Bizot, oui. Merci. Juste pour compléter sur la question des critères, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est non pas nous-mêmes déterminer les critères, mais effectivement être écoutés sur nos suggestions. Et bien sûr, on suggère que le critère de qualité vienne s'ajouter au critère du prix, et critères de qualité pouvant se décliner effectivement avec un ensemble de sous-critères sur des dimensions de développement durable, etc. Donc oui, on souhaite effectivement pour être associé à la réflexion, et on a déjà fait des suggestions et des recommandations qui n'ont pas été prises en compte, mais associé à la réflexion sur comment étayer
le cahier des charges. Ceci dit, encore une fois, officiellement, les produits qui nous étaient livrés étaient censés être conformes au cahier des charges à minima. Et le problème là, en l'occurrence, n'était pas un cahier des charges défaillant, même si on souhaiterait qu'il soit de meilleure qualité, mais bien une inadéquation des produits reçus avec le cahier des charges. Très bien. Monsieur Grignon, vous voulez rajouter quelque chose? Juste pour ajouter sur le problème de surstockage, on parle de produits surgelés, donc qui coûtent beaucoup plus cher en termes de stockage qu'un produit sec. Hein. Enfin, voilà, on est 50% plus cher minimum. Enfin, donc voilà. On est scandalisé. Voilà. Il y a une défaillance quelque part. Ce n'est pas à nous de chercher la responsabilité, mais il y a une défaillance. Vous dites, monsieur le directeur général, que vous souhaitez l'efficacité pour les associations et aussi pour les consommateurs. J'ai envie de dire, là, pour le coup, c'est raté. Donc, il faut bien qu'on comprenne comment c'est arrivé pour faire, nous, des propositions pour que ça n'arrive pas. Donc, j'ai envie de vous dire, j'ai quelques questions. Par exemple, sur le cahier des charges, Madame la directrice générale de France-Agrimaire, il a été beaucoup de questions, notamment dans la presse, que seule la question du prix était mise en avant. Vous nous avez dit que vous pourriez revenir dessus. Il a été question, notamment avec les associations, sur la question du critère qualité. À quelle barre on le place, sachant qu'après c'est complexe et qu'il peut y avoir une contradiction en ayant évidemment de la viande de qualité, mais en ayant le plus de viande possible. Donc à quelle barre vous fixez, je dirais, le critère qualité. La deuxième chose, c'est que j'ai épluché un peu les attributaires des marchés publics et j'ai constaté que le nombre important de négociants, alors vous l'avez dit, c'est normal parce qu'on veut garantir l'approvisionnement. Mais moi, je nous interpelle toutes et tous quand même. Est-ce que nous trouvons normal qu'une entreprise qui n'a jamais fait de steak haché remporte un marché avec les fonds européens pour livrer les plus démunis et qui remporte le marché de steak haché? On marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on a un négociant qui ensuite, lui, trouve un intermédiaire qui lui-même va aller chercher une entreprise en Pologne. Bon, je ne reviens pas sur les propos de Laurent tout à l'heure, mais je le dis, même si juridiquement ça tient la route, et vous allez me dire que juridiquement vous respectez, je pense que nous pouvons faire autrement et donc il nous faut trouver d'autres propositions. La troisième chose, c'est que les associations nous ont dit tout à l'heure, et ça m'a beaucoup interpellé, elles ont été seules, elles ont été laissées seules, elles l'ont dit comme ça, face à ce peut-être de tromperie, du prix, bon, peut-être une fraude, enfin bon, c'est pas à moi de qualifier la chose. Moi, je vous interpelle sur le process mis en place. C'est ça. S'il y a un risque de sanitaire ou un risque de fraude, comment on fait et comment vous accompagnez les associations? Elles ne peuvent pas rester seules. La dernière chose, comme ça j'en finis, c'est sur les contrôles. Parce que vous avez beaucoup parlé, monsieur le directeur général, mais vous ne nous avez pas évoqué les questions des contrôles. Là aussi, j'ai lu dans la presse, mais vous l'avez succinctement dit, pardon, excusez-moi, madame la directrice générale, que vous diligentiez, il me semble, Nutriscience Mérieux, c'est ça, le cabinet, pour environ 300 000 euros. Est-ce que vous infirmez ou confirmez cette information? Et a priori, payé aussi avec les fonds européens. Donc si c'est le cas, vous nous avez dit, là c'est dommage que le contrôle arrive si tard, j'ai envie de dire. 300 000 euros, ce n'est pas une petite bagatelle. Je vous dis quand même que sur le contrôle ne peut pas peser sur les associations. Évidemment un contrôle visuel, mais elles l'ont dit tout à l'heure, elles ne sont pas, elles, agréées pour faire des contrôles sanitaires. Ce n'est pas leur rôle. Elles sont là pour distribuer, je dirais, le rôle peut-être revient à vous, au cabinet que vous avez diligenté ou à la DGCCRF. Et la dernière chose, on a interpellé tout à l'heure les associations parce que du coup, la viande manque, il y a une pénurie. Et j'ai envie de dire, l'autorité que vous êtes, elle fait quoi pour pallier cette pénurie? Parce que je rappelle que les associations et les bénéficiaires ne sont pas responsables, je dirais, de ce qui leur arrive. Mais en tout cas, cela manque aujourd'hui parce que vous savez que la précarité est de plus en plus grande en France et le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Voilà, je vous remercie. Monsieur le rapporteur, Daniel Grémillet, ensuite Laurent Duplon. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais remercier nos deux directrices générales et notre directeur général de leurs interventions. Moi, je vais être assez bref. Je trouve qu'il y a un décalage monstrueux entre la traçabilité et l'utilisation des fonds, qu'ils soient communautaires et nationaux. J'ai bien compris, là, il y a un arsenal de contrôle, et
le décalage avec la traçabilité des produits concernés. Parce que là, on est dans un schéma complètement distinct de l'activité économique de la commercialisation des produits agroalimentaires. C'est l'Europe et c'est nous, la France, qui avons la responsabilité des produits que nous allons distribuer aux plus démunis. C'est nous qui avons cette responsabilité. Et je suis... alors j'entends effectivement qu'aujourd'hui, il y a l'appel d'offres, il y a eu des dégustations, que tout correspondait au cahier des charges. Alors peut-être, Madame la Directrice Générale, peut-être que j'ai mal compris, mais j'arrive pas à penser un seul instant qu'on ait pu livrer des produits dans des points de distribution des Restos du Cœur, du Secours Populaire, etc., sans que ces produits n'aient été préalablement contrôlés par l'entreprise qui avait missionné à une autre entreprise polonaise. Je ne veux pas vous apprendre, puisque vous savez mieux que moi que la législation a changé. C'est le distributeur qui a la responsabilité du produit. Donc l'entreprise en question avait bien la responsabilité de la sécurité du produit qu'elle allait distribuer. Comment peut-elle distribuer alors qu'elle n'a pas aucun élément de sécurité de ce qu'elle distribue? Et ma question, elle est brutale aussi. Je ne peux pas entendre, compte tenu qu'on est sur des fonds publics, de dire que la responsabilité puisse être aux œuvres caritatives. Ce n'est pas à elle, parce que si on continue la logique de la responsabilité de la distribution du produit, et j'entends le nombre de points de livraison, vous l'avez très bien dit. Oui, mais ça, on le fait pour tous les produits alimentaires, dans les petits... Mais si, la responsabilité, elle remonte bien au final, à celui qui va distribuer dans telle cantine, dans telle chaîne de distribution, dans tel magasin. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas demander au Resto du Cœur de faire des analyses préalables. Il faut, et c'est ma question, quel processus de sécurité peut-on mettre en place pour justement ces situations très distinctes qui ne sont pas dans l'acte commercial, qui sont dans un acte de générosité vis-à-vis de personnes que l'on soutient. Merci Daniel. La parole est à Laurent Duplon, ensuite Anne-Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente. Moi, cet exemple me fait réfléchir et me fait dire qu'aujourd'hui, on touche le fond. On touche le fond de la bêtise que nous avons mis en place pendant des années. On touche le fond de la bêtise et du paradoxe, qui est de vouloir crucifier sans cesse notre modèle agricole français sur toutes les chaînes de médias, sur tous les articles de journaux, dans toutes les conversations, où il n'y a pas mot pour dire tous les jours tout ce qu'il ne faudrait plus que nous fassions, que l'agriculture française n'est plus au rendez-vous, et qu'à côté de cela, on est capable d'aller organiser des marchés, d'aller faire des achats à l'autre bout de l'Europe, et voire maintenant, avec les nouveaux accords du Mercosur, à l'autre bout du monde. Le deuxième paradoxe, il est administratif. C'est que sans cesse dans notre pays, on ne sait pas comment trouver les moyens pour emmerder tous les entrepreneurs de notre pays. On met des normes, de la réglementation, des contrôles, des GCCRF, services du travail et autres sur toutes nos entreprises. Et la seule chose que nous sommes capables de faire, c'est d'aller chercher pour 5 millions de Français des produits étrangers qui ne respectent pas ni les normes sanitaires, ni les normes de production, ni les mêmes moyens que nous. Et on s'étonne d'avoir ce résultat. Mais on en est de la totale cause. Arrêtons de faire tout ce que nous faisons. Arrêtons de se tirer une balle dans le pied, de dire qu'on n'est pas bon et qu'il faut aller chercher les produits ailleurs. Aujourd'hui, c'est le rapport que nous avons publié il y a 15 jours. Un Français consomme plus d'1 jour par semaine des produits totalement importés. Que dans ces importations, parce que la France ne met que 10 millions d'euros dans le contrôle des produits qui sont importés, nous en avons un quart qui ne correspond pas à nos normes. Mais moi j'aurais envie de dire continuons. Si nous voulons demain acheter la totalité de notre alimentation pour une part significative, voire très importante de notre population, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut continuer comme ceci. Par contre, si nous étions capables de retrouver de la fierté, de redonner envie à nos agriculteurs, de redonner envie à nos entrepreneurs, de produire français comme nous avons toujours su le faire, sans être sans arrêt dans la critique, eh ben je vous certifie que les résultats seraient bien meilleurs.
Merci de cette intervention politique qui donc n'apportera pas de réponse, je crois, de aucune des trois administrations qui sont représentées ici, mais qui a le mérite d'être absolument claire puisque cette affaire met la lumière effectivement sur tout un système agricole qui est amplifié puisqu'il s'adresse ici aux plus démunis, mais qui met... Merci Laurent. Merci Laurent. Anne-Catherine Loisier, ensuite Pierre Louot. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour ces éclairages. Alors effectivement, ça suscite de notre part un certain nombre de questions. Tout d'abord, monsieur, donc vous avez fait référence au départ de votre intervention à la loi Egalim, donc sur la refondation un peu du système de l'aide alimentaire, mais la loi Egalim, c'est aussi la meilleure rémunération de nos agriculteurs et de nos producteurs. C'est aussi les circuits courts. Voilà. Donc, je pense que pour rebondir sur les interventions de mes collègues, il faudrait qu'on soit quand même un peu plus cohérents les uns les autres en matière d'application de la loi, puisque dans la même loi qui vous confie ces responsabilités, il y a quand même des paramètres voilà, de circuits courts, je me répète, et de meilleure rémunération des agriculteurs. Donc, moi, je m'interroge aussi sur le modèle finalement qui a été choisi, que vous avez évoqué, c'est-à-dire celui du marché public plutôt que celui de l'aide individuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont un peu les critères qui ont prévalu à ce choix? Est-ce que c'est les associations pour des considérations plus pratiques? Mais en tout cas, moi, en tant qu'élu local, j'observe ces associations travailler au quotidien et je pense que dans certains cas de figure, ça ne poserait pas de problème pour qu'il y ait des coupons pour aller s'approvisionner à la boucherie locale, ce qui bouclerait davantage les enjeux que je viens d'évoquer. Deuxième, autre question à Madame pour Agrimer, là aussi dans la continuité de ce que disait mon collègue Daniel Gremier sur la traçabilité. Donc quel contrôle est en fait du sous-traitant et quel contrôle du sous-traitant est prévu dans votre schéma et dans votre mission, puisque bien évidemment c'est quand même celui qui commande, qui contrôle. Voilà. Et enfin, pour Madame DGCCRF, ça nous ramène à des discussions qu'on a régulièrement, c'est l'insuffisance en fait des contrôles impromptus de la DGCCRF. Donc moi je voudrais que vous nous redisiez, Madame, quelles sont vos capacités de contrôle, le nombre de vos agents qui sont en capacité de faire des contrôles impromptus, parce que c'est bien là malheureusement que se développe, une des raisons pour lesquelles se développe la fraude, c'est qu'à mon sens il n'y a pas suffisamment de contrôles impromptus. Merci. Catherine Pierre Louot, ensuite Alain Durand. Très rapidement, l'État français, pour protéger les consommateurs français, impose des normes de production à tous les agriculteurs français, tout cela pour protéger le consommateur. Et je ne comprends pas comment on puisse faire un appel d'offres sans imposer les mêmes normes de protection des consommateurs français. Voilà. Et ce qui me scandalise, c'est que c'est ce même État français qui impose des normes différentes pour le consommateur français. Enfin, on marche sur la tête. Un État qui impose des normes aux producteurs pour protéger le consommateur et qui, lors des appels d'offres, n'impose pas les mêmes normes. Je ne comprends pas. Alain Durand, je ne vois personne d'autre qui me demande la parole derrière. Oui, merci Madame la Présidente. Ma question s'adressera à la Présidente de France Agrimer. Dans l'attente des résultats de l'enquête et du procès qui suivra, vous avez pas, la directrice de la DGCCRF a parlé que nous étions face à un réseau de fraude organisée. Donc, par rapport à ce réseau de fraude organisée, supposé réseau de fraude organisée, est-ce que des mesures suspensives immédiates sont prévues à l'encontre, je pense, de Voldis, qui est toujours titulaire du marché, mais je pense aussi aux fournisseurs polonais, je pense aussi à tous les intermédiaires. Alors, Madame la Directrice, vous avez parlé de suspension immédiate de paiement, de 5% de pénalité sur la valeur des produits. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si Voldis reste toujours titulaire de ce marché et continue de s'alimenter avec son fournisseur polonais? Je pense qu'il y a des marchés publics qui ont connu des issues moins favorables. Merci Alain. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. En complément, je voudrais réitérer également la question sur
sur les contrôles qui sont effectués. Madame la directrice générale, vous nous avez dit qu'effectivement un certain nombre de contrôles avaient été faits. On voit bien que là, la difficulté, c'est que nous sommes sur des volumes extrêmement importants. Je pense que ce marché de steak haché est peut-être un des principaux en termes de volume, peut-être, enfin, est un marché en tout cas dont la volumétrie est très importante et dont le rayonnement. Est-ce que sur ces marchés qui sont très importants, il y a des contrôles au moment des livraisons, de façon impromptue ou pas impromptue, mais qui se font de façon systématique, j'allais dire, avant qu'il y ait la moindre alerte? Est-ce qu'il est possible sur ces marchés-là, qui sont des marchés sensibles, le marché de la viande, c'est un marché sensible, peut-être plus sensible que le marché des pâtes alimentaires ou du riz, sur ces marchés sensibles-là, n'y a-t-il pas là une amélioration à apporter avec vos services? Et également une deuxième question qui concerne le prix. Sébastien Vandrin-Dupin, qui est à côté de moi, me dit un steak haché Charal, c'est 5,40 € le kilo, 7,40 € le kilo dans un supermarché ou dans un hypermarché. Là, on est sur 3,50 €, me semble-t-il. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour passer du simple au double? Voilà, et comment est-ce que vous pouvez gérer ces contradictions qui viennent d'être évoquées dans le cadre de marchés qui restent européens? Merci Madame la Présidente. Alors sur le critère prix, où on lit quelquefois que le critère prix serait le seul critère. Évidemment, non. Le critère principal, c'est effectivement toutes les prescriptions qui sont dans le cahier des charges. Et une fois que l'on a vérifié que les fournisseurs qui répondent au marché public respectent bien dans leurs propositions toutes les prescriptions du cahier des charges, à ce moment-là, oui, le prix devient l'élément déterminant puisque nous sommes comptables des deniers publics. Concernant le prix qui a été constaté de 3,50 € à 3,80 €, tout dépendait, il y avait plusieurs lots et donc les prix n'étaient pas tout à fait identiques et dépendaient surtout aussi des conditions de livraison. Si on ne peut évidemment pas comparer ce prix à un prix de vente au détail d'un produit sous marque et d'un produit frais sous marque. Donc entre 3,50 € et les 5 € que vous fixez, finalement, il n'y a pas une grande différence d'échelle quand on achète pour 5 millions d'euros de steak haché, puisque nous avons acheté des lots qui au total représentait un marché de 5 millions d'euros. Les prix étaient tout à fait dans le même ordre de grandeur que les prix qui avaient été constatés les années précédentes. Donc nous n'avons pas eu d'alerte particulière sur le prix. Les années précédentes, ce n'était pas le fabricant polonais, c'était des fabricants français. Mais le prix était le même. Le prix... Non, il n'était pas moins élevé en 2018 que les autres années. Et ça n'était pas Voldis. Enfin, tout ça est totalement public. Hein. On vous donnera peut-être dans le questionnaire les éléments. Vous avez parlé de je voulais peut-être... alors, je vais peut-être répondre sur ce point-là. Sur les achats du FEAD, nous avons regardé en 2018 d'où provenaient les produits. Et de manière générale, hein, pas seulement les produits à base de viande. Donc l'origine France était présente pour 81% des produits que nous avons achetés, donc pour les 80 millions d'euros que nous avons dépensés au titre du FEAD. L'origine Union européenne a compté pour 17% et hors Union européenne pour 2%. Donc on est quand même ce sont quand même très majoritairement des entreprises, des fabricants français qui fournissent le marché FEAD de manière générale. Sur les contrôles, il y a eu plusieurs questions. Une première question sur le coût des contrôles. Donc, le marché qui nous lie à Mérieux est un marché d'environ 250 000 €, mais pour 5 ans. Donc voilà, donc c'est plutôt 50 000 € par an. Pourquoi ces contrôles arrivent-ils aussi tard? En fait, peut-être il faut que je vous redétaille le système de contrôle depuis le départ. La partie sanitaire est faite en exigeant du fournisseur qu'il nous adresse, avant les livraisons, les autocontrôles sanitaires qui ont été
réalisés. Concernant les contrôles de composition, nous n'exigeons pas actuellement, enfin dans le marché actuel, nous n'exigeons pas que les autocontrôles de composition soient transmis avant livraison. Nous exigions qu'ils soient tenus à disposition. Donc effectivement, nous ne les avons pas vérifiés. Concernant les autocontrôles sanitaires qui nous ont été transmis, il n'y avait pas d'écart ou d'alerte particulière. Et d'ailleurs, les contrôles qui ont été faits, non par la DGCCRF, mais par la DGAL lorsque nous avons eu des alertes, n'ont pas mis en évidence de problèmes sanitaires. Ce sont bien des problèmes qualitatifs, ce qui, effectivement, pour le consommateur est aussi important. Donc ensuite, lorsque les produits arrivent, effectivement, ce sont les associations caritatives qui, par convention avec nous, sont chargées du contrôle visuel et du contrôle gustatif des produits. Pourquoi? C'est un choix qui a été fait au départ. Lors de la mise en place du FEAD, il y avait deux options. On aurait pu imaginer une option avec des livraisons dans un nombre d'entrepôts très limité, comme ça se fait dans certains pays, 2, 3, 4 entrepôts, avec donc tous les produits étant regroupés. France Agrimaire, voire des entrepôts publics, ça existe dans certains États membres, avec des contrôles libératoires, sanitaires et de composition qui auraient pu être faits. Ça n'est pas le choix qui a été fait, et ce choix-là, je pense que Jean-Philippe Vincamp peut l'expliquer, ça n'est pas le choix qui a été fait en concertation avec les organisations caritatives. Les organisations caritatives, ce qui les intéresse, effectivement, c'est bien de distribuer finement sur tout le territoire et donc d'être livrés au plus près de leurs bénéficiaires. Donc ça n'est pas le choix qui a été fait. Ce qui fait que le choix qui a été fait finalement, c'est une livraison très disséminée sur le territoire et donc une responsabilité des associations caritatives sur la qualité gustative des produits. Mais c'est ce qui a été fait. Et lorsque je suis assez étonnée que les associations caritatives vous aient dit qu'elles se sont retrouvées seules face à ce problème, parce que dès qu'elles ont alerté aussi bien France Agrimaire que la DGCS, France Agrimaire et la DGCS leur ont effectivement conseillé de s'adresser aux organismes de contrôle officiels en matière sanitaire et en matière protection des consommateurs, que sont la DGAL et la DGCCRF, et c'est ce qui s'est passé. Donc la chaîne telle qu'elle existe a fonctionné. Maintenant, elle peut être perfectible. Nous pouvons envisager un certain nombre d'améliorations dans la procédure. Notamment, nous pourrions évidemment demander que les autocontrôles conformité des produits nous soient transmis avant livraison. C'est une option. Nous pourrions aussi réaliser les contrôles en entrepôt que nous réalisons donc avec des prélèvements qui sont faits par des agents de France Agrimaire, prélèvements qui ont été faits en mars-avril 2018, nous pourrions envisager de faire ces prélèvements plus tôt et de les confier plus tôt à notre laboratoire. Donc toutes ces procédures-là sont tout à fait possibles il y a effectivement des points d'amélioration et tous ces points d'amélioration seront bien évidemment discutés avec l'autorité de gestion qui est la DGCS et avec les associations caritatives, parce qu'il ne faut pas non plus que nous mettions en marche une usine à gaz qui ralentirait les livraisons. Ensuite, effectivement, le coût de ces contrôles, notamment des prélèvements que fait France Agrimaire dans les entrepôts et également les contrôles que France Agrimaire peut être amenée à faire chez les fabricants des matières premières, les coûts de ces contrôles sont pris en charge pour partie par le fonds, mais restent dans des limites qui sont raisonnables en coût. Quand on parle de 50 000 € par an sur une aide européenne qui est de 74 millions d'euros, on reste quand même dans des coûts de gestion et de contrôle qui sont tout à fait raisonnables. Ensuite, je voudrais peut-être, monsieur le rapporteur, répondre à votre question sur le fait que Voldis aurait choisi à sa guise un fournisseur, en l'occurrence, qui était le fournisseur polonais. Lorsque l'offre est présentée, dans un second temps, lorsque l'offre est présentée, l'offre est bien présentée avec à la fois
le titulaire du marché, fournisseur, donc Voldis, et ses sous-traitants, c'est-à-dire que Voldis indique bien dans son offre, et on pourra vous la transmettre, indique bien que c'est Biernacki qui va fabriquer les steaks. Et ce qui nous permet bien de vérifier que la société, qu'elle soit polonaise, française ou d'un autre pays de l'Union européenne, bénéficie évidemment des agréments sanitaires et a également un système d'assurance qualité contrôlé par des organismes tiers, enfin, comme l'exige le paquet hygiène, la réglementation européenne qui s'applique dans tous les États membres, bénéficie bien de tous les agréments nécessaires. Donc, il n'y a pas une possibilité ensuite pour Voldis de changer de fournisseur. Il doit se fournir auprès du fournisseur qu'il a indiqué. S'il ne le fait pas, il ne respecte pas le marché et il s'expose aux sanctions qui sont prévues par le marché. Voilà. Qu'est-ce que sur peut-être d'autres. Voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à toutes les questions. Nous ne contrôlons pas à 100% les fabricants. Nous avons un plan de contrôle et il se trouve que Biernacki n'était pas dans le plan de contrôle. Mais nous avons un plan de contrôle, voilà. Mais d'autres entreprises ont été contrôlées. Et par contre, nous avons reçu donc le 1er juillet les résultats des analyses des prélèvements que nous avons faits dans les entrepôts et il n'y a pas de surprise. Tous les produits que nous avons analysés sont non conformes. Comme très bien. Les produits que la DGCCRF a analysés. Beaumenier. Très bien. Vous voulez peut-être apporter des compléments, Madame Beaumenier? Merci Madame la Présidente. Juste quelques compléments sur les contrôles sur le marché de manière générale. Alors, je ne vais pas répondre effectivement aux propos politiques de Monsieur Duplomb, mais juste pour le rassurer sur le fait qu'on ne contrôle pas que les produits fabriqués en France. La DGCCRF fait des contrôles à la distribution. Donc, s'il s'agit de produits qui viennent de l'Union européenne, ils sont en libre pratique sur le territoire, donc ils rentrent effectivement librement, mais on fait des contrôles à la distribution. Et quant aux contrôles de produits qui viennent des pays tiers, ils sont contrôlés à l'importation, soit par la DGAL, soit par nous, selon les types de produits. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors, sur Madame Loisier, vous avez évoqué l'insuffisance des contrôles impromptus, mais on ne fait quasiment que des contrôles impromptus à la DGCCRF. C'est-à-dire que après, voilà, on fait avec les agents dont nous disposons, bien évidemment, mais on fait aussi des contrôles ciblés. C'est-à-dire qu'on a des contrôles, on fait des analyses de risque, on récupère des informations diverses, et on est en train, effectivement, dans le cadre de notre plan de transformation, d'essayer de voir comment on peut mieux exploiter des données pour mieux cibler nos enquêtes. Alors, on est d'ailleurs en train de développer une application de signalement par les consommateurs qui vise justement à nous faire récupérer des données pour pouvoir mieux orienter nos contrôles. Et puis par ailleurs, je voulais mentionner quand même sur les améliorations, alors qui sont plus larges que ce sujet-là, mais que porte notamment Bruno Le Maire, notre ministre, qui est au niveau européen la volonté de renforcer la lutte contre les fraudes alimentaires et les fraudes à la protection du consommateur de manière générale. Vous savez qu'après la crise de la viande de cheval a été créé le réseau Food Fraud dont j'ai parlé tout à l'heure, qui nous permet de signaler à nos homologues les fraudes suspectées. La proposition que porte le ministre, c'est la création d'une task force européenne, justement pour mieux intervenir, pour lutter contre les fraudes qui ont une dimension, disons, européenne, en tout cas transnationale. On a un écho qui commence à être favorable auprès d'un certain nombre de pays membres, et ça fait partie des priorités françaises pour le mandat de la nouvelle Commission. Voilà. Merci. Vincent, vous voulez peut-être... Voilà. Oui, peut-être compléter effectivement sur 3 points qui ont été évoqués lors des questions. Premièrement, l'expression des associations qui estiment qu'elles se sont retrouvées assez seules. Nous travaillons quotidiennement avec les 4 réseaux nationaux agréés au titre du FEAD et nous avons très bonne qualité d'échange avec les associations. Et je pense que nous faisons beaucoup de choses dans le dialogue. Mais après, comme le disait Nietzsche, l'amitié est un lit dur et les associations sont à la fois très vigilantes et très exigeantes. C'est bien normal, effectivement, sur le niveau de réactivité, effectivement, de la chaîne de contrôle public. Et là où je m'inscris complètement en faux par rapport à ce qui a été dit, c'est que les associations n'auraient pas la capacité de réaction et d'action et parfois une capacité plus rapide que celle des pouvoirs publics. Je prends ce sujet derrière de
risque ou de crainte pour la santé des bénéficiaires du FEAD et des consommateurs. Les Restos du Cœur ont pu diligenter des analyses effectivement sur les produits dès le mois de mars. Elles en ont les moyens, elles en ont tout à fait le droit de faire tester par le laboratoire de leur choix effectivement un échantillon pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème de sécurité ou de santé pour les consommateurs. Parce que dans l'histoire effectivement du FEAD, nous avons eu aussi des lots sur le même marché de steak haché, parce que c'est un produit sensible, qui était contaminé par des salmonelles. Et nous avons mis en œuvre avec les associations des contrôles et des retraits de produits pour nous assurer qu'il n'y avait pas des bénéficiaires du FEAD qui risquaient, c'était quelques lots, c'était une contamination qui était une contamination accidentelle, il n'y avait pas de fraude dans la composition du produit qui aurait favorisé le développement de bactéries. C'était voilà, une crise effectivement de sécurité d'un produit alimentaire sensible. Il y a d'autres bactéries encore plus virulentes effectivement qui peuvent affecter les produits carnés, et nous avons travaillé avec les associations et avec les autorités en charge de la sécurité voilà, des consommateurs et de la sécurité alimentaire pour faire tester le plus rapidement possible ces produits et pour qu'ils soient retirés sur les lots ayant été contaminés par la salmonelle. Là, globalement, nous avons quand même des associations qui nous ont alertés, nous avons réagi à la fois avec les directions départementales et ensuite la DGAL, nos collègues du ministère de l'Agriculture, ont validé effectivement les analyses qui avaient été faites par un laboratoire missionné par les Restos du Cœur, à qui les Restos du Cœur ont transmis des échantillons pour dire qu'il n'y a pas de risque effectivement pour la santé des personnes, de risque sanitaire sur ces éléments. C'est un problème effectivement de composition et un problème de qualité effectivement sur ces produits. Donc les associations, en revanche, peuvent, je pense, estimer que en matière de réactivité, elles obtiennent plus rapidement des résultats d'analyse parfois que nous pouvons le faire nous-mêmes. Hein. Voilà. Et deuxièmement, cette inquiétude effectivement sur le stockage et les conditions de remplacement effectivement des produits. Parce que quand vous avez vos entrepôts qui sont effectivement pleins de produits dont on sait qu'ils doivent être repris par le fournisseur parce qu'ils ne sont pas conformes à la fois au marché et à ce que nous souhaitons fournir en termes de qualité d'aliments aux bénéficiaires de l'aide alimentaire, il y a derrière un plan à la fois effectivement de reprise par le fournisseur et de destruction par lui de ces produits impropres à la consommation et non conformes au marché, le remplacement effectivement par de nouveaux produits avec la crainte exprimée par les associations que le même titulaire du marché ou les mêmes fournisseurs fournissent effectivement la même chose. Mais vous avez vu que nous avons actionné effectivement à la fois toutes les dispositions administratives liées au marché pour pénaliser le fournisseur et qu'ensuite il y a évidemment par la saisine de la justice et l'action de la DGCCRF, derrière une tromperie ou une escroquerie qui sera effectivement possiblement attestée. Donc, d'une certaine façon, le titulaire du marché fournisseur, si à un moment il a été trompé par son fournisseur ou si le fournisseur effectivement derrière a trompé l'ensemble des acteurs effectivement dans cette scène, n'imagine pas, je pense, pouvoir reproduire et réitérer en fournissant effectivement des produits qui ne sont pas conformes au marché public. Et peut-être qu'un des points d'amélioration, et je partage tout à fait les pistes qui ont été avancées par Christine Avelin, pourrait être aussi à un moment peut-être de pouvoir imposer, mais il faut que nous regardions si c'est conforme au Code du marché public ou à la réglementation européenne, le fait que par avenant au marché, on puisse effectivement imposer aux titulaires du marché de changer de fournisseur. Ça n'est pas évident dans le cadre des droits des marchés publics, mais ça peut se faire pour des marchés de moins grande ampleur, qui est que le titulaire du marché reconnaît la défaillance de son sous-traitant et de son fournisseur et demande au pouvoir adjudicateur un changement effectivement de sous-traitant ou de prestataire. Il peut toujours arriver que le titulaire du marché s'appuie sur un sous-traitant qui fait faillite ou qui à un moment n'est pas en capacité de fournir. Donc ça, il faut qu'on puisse l'expertiser effectivement comme une piste d'amélioration. Pardon, oui, bien sûr, oui.
Mais nous sommes dans un encadrement effectivement sur les marchés du FEAD qui est non seulement effectivement sous évidemment la législation, la réglementation en matière de marchés publics nationaux, mais nous avons une vigilance et une supervision européenne effectivement qui est très forte, qui nous impose parfois, peut-être en surtransposition, des règles dont nous préférerions effectivement pouvoir les conserver plus souple effectivement par rapport à l'évolution du marché. Le deuxième point, c'est cette réflexion effectivement qui a été évoquée, Monsieur le sénateur, Madame la sénatrice, sur est-ce qu'il n'y a pas une autre modalité effectivement derrière pour l'utilisation des crédits de l'aide alimentaire européenne. Vous le savez, quand nous avons été désignés comme autorité de gestion en juillet 2015 par Manuel Valls, le règlement avait été adopté en mars 2014 et la décision du Conseil de l'Union européenne de passer effectivement par une aide, je dirais, fonds structurel, nous a déjà énormément contraints. C'est-à-dire que nous n'avons pas, d'une certaine façon, la liberté de dire nous allons nous extraire de ce cadre prévu par le FEAD pour l'aide aux plus démunis. Donc il nous faut gérer cela comme un fonds structurel. C'est peut-être idiot par rapport effectivement à cette politique particulière de l'aide alimentaire, par rapport au fait qu'il y a un nombre effectivement de points de distribution qui est très élevé, d'imposer exactement les mêmes normes que quand on construit une autoroute, un tunnel ou un pont avec les crédits du FEDER. C'est vrai que globalement, ça nous a donné une excessive contrainte peut-être, et ça c'est un sujet de discussion post-2020 sur l'évolution du FEAD au sein du FSE+. Néanmoins, tous les principes qui ont guidé effectivement, premièrement, la concentration du FEAD sur l'aide alimentaire et pas sur l'accompagnement des personnes en situation d'exclusion, ça a été concerté et validé par les associations. Nous pensions, sans doute à juste titre, que sur l'accompagnement social des personnes en situation d'exclusion, c'était à l'État, aux conseils départementaux, aux centres communaux d'action sociale, de fournir cet accompagnement par des travailleurs sociaux, etc. Donc nous avons concentré les crédits du FEAD sur le volet, effectivement, aide matérielle aux personnes, alors que l'Allemagne a choisi plutôt de le mettre au bénéfice des personnes chômeurs de longue durée ou en situation d'exclusion pour qu'elles retrouvent le marché de l'emploi. Et quand nous avons effectivement pesé les crédits qui avaient été accordés à la France dans le cadre de la répartition du FEAD, les associations et les pouvoirs publics se sont accordés sur le fait qu'une baisse du nombre de denrées et de volume de denrées par rapport au programme précédent se ferait au détriment effectivement des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Soit il y aurait eu moins de bénéficiaires qui auraient pu effectivement accéder à l'aide alimentaire, soit elles auraient eu des paniers, des colis ou des distributions beaucoup moins conséquentes en termes de variété et de nombre de denrées. Et donc c'est un choix qui a été fait effectivement de passer par une procédure d'achat en gros que les associations préféraient ne pas assumer elles-mêmes, d'où effectivement un système qui repose sur le fait que FranceAgriMer est organisme bénéficiaire des crédits européens et nationaux du FEAD et achète pour le compte des associations. Tout comme, par exemple, la Fédération française des banques alimentaires, sur les dons qu'elle reçoit, achète en gros pour les points de distribution des CCAS ou des banques alimentaires locales. La FFBA joue ce même rôle que fait FranceAgriMer quand elle utilise les crédits effectivement des dons et des mécénats du public défiscalisés. Et donc, nous sommes partis effectivement sur ce modèle. Néanmoins, il mérite d'avoir une réflexion et la Cour des comptes nous y incite, puisque nous avions travaillé dans le cadre d'une enquête de la Cour des comptes sur l'aide alimentaire, mais l'Assemblée nationale et le Sénat se sont penchés aussi sur la politique de l'aide alimentaire, notamment mon collègue sénateur Bocquet et Bazin. Il y a peut-être une réflexion à avoir sur la dissociation du lot ou d'un lot fourniture des denrées et ensuite logistique. Parce que peut-être le fait que le marché exigeant du fournisseur qu'il assure les deux fonctions effectivement, acheter des denrées et les livrer jusqu'au point de stockage désigné par les associations, fait que peut-être effectivement des producteurs n'osent pas ou ne se sentent pas en capacité effectivement de maîtriser à la fois la fabrication des produits et derrière la chaîne logistique qui permet l'acheminement. Et ça, la Cour des comptes nous engage et nous avons une réflexion sur peut-être la dissociation. Mais Madame la sénatrice, je puis vous assurer que nous sommes complètement alignés sur la loi Egalim, sur l'idée que travailler avec les producteurs locaux, les filières locales, les jardins effectivement d'insertion, comme cela se fait dans de nombreux territoires avec les jardins de cocagne, favoriser effectivement le rachat de produits invendus au moment effectivement où la production excède
les capacités d'achat des consommateurs ou des distributeurs, c'est une bonne chose à faire, mais ça, nous le faisons sur les crédits de l'aide alimentaire nationale, parce que en complément des 13 millions d'euros que la France apporte aux 75 millions d'euros de crédits européens, nous avons conservé effectivement environ 18 millions d'euros de crédits d'aide alimentaire nationale sur le programme 304, où nous finançons des associations d'aide alimentaire territoriales non habilitées à l'aide alimentaire européenne et ne percevant pas les produits du FEAD. C'est ce que nous appelons l'aide alimentaire déconcentrée. Donc ça, ce sont 8 millions d'euros qui sont effectivement mobilisés au niveau local pour subventionner ou pour aider des associations locales ou des communes au titre de l'aide alimentaire. Et nous avons aussi le financement des épiceries sociales ou épiceries sociales et solidaires avec les crédits du CNES, le financement de l'ANDES, le financement de la Fédération française des banques alimentaires qui permettent effectivement de l'acquisition locale et de la mise à disposition des bénéficiaires sous forme d'épicerie sociale. Seulement, voilà, il n'est pas possible de les financer sur le FEAD puisqu'il y a le principe de la gratuité totale dans le FEAD qui nous a beaucoup bloqués et qui a poussé un certain nombre d'associations à faire évoluer leur modèle de contribution sur l'aide alimentaire, puisque à la fois la CICC et la Commission européenne nous ont dit vous devez strictement compartimenter les deux formes d'alimentaire, et sur l'aide de l'Union européenne, c'est la gratuité totale. Et c'est pour ça que nous avons conservé des financements d'épiceries sociales et solidaires qui permettent un approvisionnement local de ces épiceries, ou par la Fédération française des banques alimentaires, ou par France Agrimaire, qui achetait aussi des denrées au bénéfice des épiceries sociales, qui peuvent, elles, se fournir aussi auprès de bénéficiaires locaux pour les produits frais, pour les fruits et légumes ou d'autres produits. Et nous avons également, dans le cadre du plan national de l'alimentation du ministère de l'Agriculture... Non mais, si on pose des questions, c'est aussi certainement pour avoir des réponses. Et donc, nous avons, dans le cadre du programme national de l'alimentation, un concours et le financement de projets innovants en matière d'aide alimentaire. Les prix sont remis à chaque salon de l'agriculture et nous avons récompensé au titre du prix Justice sociale du programme national de l'alimentation, donc financé, des projets effectivement très locaux, très solidaires sur le bio, sur les productions locales. Mais ça, nous ne pouvons pas le faire dans le cadre du FEAD ou pas dans le cadre du règlement actuel. Nous le faisons sur crédits nationaux par des initiatives du ministère de l'Agriculture et des ministères des Solidarités et de la Santé. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, vous aviez un point supplémentaire. Merci Madame la Présidente. Je ne sais pas si ça se fait, mais je vous donne mon sentiment. Je vous le dis, Monsieur le Directeur Général, j'ai l'impression que vous ouvrez le parapluie quand je vous entends. Et je le redis, on l'a dit ici, vous n'êtes pas devant un tribunal, mais vous ouvrez le parapluie, c'est pas nous. Voilà. On a compris. Et quand vous dites les associations peuvent faire les contrôles, elles l'ont fait, d'ailleurs, plus rapidement que vous, parce que je vais vous redonner les dates. Mais j'ai une question, c'est qui paye? Parce que est-ce que c'est aux associations d'effectuer les contrôles, alors que c'est vous qui passez les marchés publics? Moi, j'ai cette question. Je reviens sur les contrôles, parce qu'il faut qu'on... J'ai bien compris, Madame la directrice générale de France Agrimaire, mais on a une question, parce que bon... C'est quoi le trou des produits contrôlés? Est-ce qu'on peut savoir? Parce que pour le coup, vous nous dites, l'entreprise polonaise, bon, c'est ballot, elle n'était pas dans le lot de contrôle. C'est quoi le taux des produits contrôlés par vous-même? Et puis j'en reviens sur Nutriscience. Parce que, bon, on n'a pas les mêmes chiffres, mais je vous crois. Parce que dans la presse, il y a 292 000 euros hors taxe. Vous me dites 250 000, tout compris, pour 5 ans. Bon, de toute façon, nous les recevons la semaine prochaine. Ils ont fait un contrôle... et arrive maintenant le 1er juillet. Mais du coup, heureusement qu'on a eu les associations, comme vous dites, Monsieur le Directeur. Parce qu'elles, dès qu'elles ont eu le 21 février vent qu'il y avait un problème, elles ont diligenté eux-mêmes, dès le 13 mars, des contrôles qu'elles ont payés. Non mais quand je dis ça, et heureusement que ça a été un peu plus vite que le cabinet que vous diligentez, Nutriscience, payé avec les fonds européens, qui lui arrive le 1er juillet, puisqu'elles, en moins d'un mois, elles ont eu le résultat. Ce qui leur a permis, très rapidement, dès début avril, d'avoir le résultat le 5 avril, et de elles-mêmes, parce qu'elles ont été seules, elles leur disent, il n'y a eu aucune directive qui a été donnée, et elles-mêmes, dès le 9 avril, disent, on suspend cette livraison. Voilà la réalité.
Après, on peut se l'expliquer comme on veut. Bon, on aura eu beaucoup, vous aurez beaucoup parlé, mais je vous avoue qu'on aura eu peu de réponses. Mais nous allons vous transmettre tous les éléments, effectivement, qui font que les associations... Si vous permettez, j'avais quelques questions en complément avant de vous redonner la parole. Sur les contrôles, et je vous laisserai répondre à monsieur Gay. La première, on voit bien que l'histoire des contrôles est quelque chose qui n'est pas en tout cas très fluide. Et encore une fois, on est là pour faire le procès de personne, c'est pas notre rôle, pour essayer de trouver les améliorations. Moi, j'ai une question sur les autocontrôles, puisqu'en fait, vous avez des autocontrôles, on a compris a posteriori des livraisons, donc probablement qu'il y a quelque chose là à chercher, mais quelle est la qualité des autocontrôles? Parce que dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, visiblement, ces autocontrôles étaient frauduleux. Donc, quelle est la qualité de l'entreprise qui fait ces autocontrôles? Est-ce que c'est l'entreprise elle-même qui se donne un satisfecit, ou est-ce que c'est des entreprises agréées extérieures et indépendantes de cette entreprise qui font les autocontrôles pour l'entreprise? Voilà, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à améliorer? Et est-ce que l'idée, puisque vous l'avez suggéré, Madame la Directrice Générale, d'avoir une liste de produits sensibles, puisque Monsieur le Directeur Général a évoqué que ces soucis étaient déjà arrivés précisément sur le domaine de la viande, est-ce que finalement une liste de produits sensibles sur lesquels des contrôles systématiques a posteriori de la livraison sans vouloir affecter, on est là sur des produits surgelés, donc ils peuvent peut-être rester 15 jours de plus dans les entrepôts en attendant les contrôles, non seulement sanitaires, mais sur la qualité du produit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble envisageable? Voilà, je vous laisse Monsieur Vincent répondre à l'intervention de Monsieur Gay et peut-être Madame Avelin. Juste, effectivement, et sans vouloir, je dirais, sous-estimer le fait que les associations, effectivement, sont en demande d'une plus grande réactivité. Nous l'avons noté, mais le système a été globalement réactif. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas concevoir, et on va vous transmettre le texte de la convention qui lie effectivement FranceAgriMer aux associations qui ont accepté effectivement d'avoir ce rôle de première alerte et de premier repérage effectivement de la défectuosité des produits. Je ne peux pas imaginer un système effectivement où celui qui reçoit des produits qui sont livrés n'a pas une responsabilité pour s'assurer. Il n'y a pas un responsable, un directeur de supermarché ou d'hypermarché ou un gestionnaire de cantine qui ne contrôle pas ce qui lui est livré. Il n'y a pas de possibilité de contrôle exhaustif sur l'ensemble d'une livraison qui ne repose pas à un moment sur une alerte de celui qui reçoit les produits. Il est inimaginable effectivement que ce soit d'une certaine façon, je ne sais pas, la mairie qui a effectivement un prestataire pour la restauration collective de ces écoles et de ces EHPAD qui ne demande pas aux responsables de la cantine scolaire ou aux responsables des cuisines ou de la salle de restauration de l'EHPAD de contrôler ce qui est livré par la cuisine centrale ou par le prestataire de restauration collective de cette commune. Le maire ou le service de la commune va demander effectivement à ceux qui reçoivent les plateaux ou les produits, quand c'est la commune qui a passé un marché avec un prestataire extérieur, pour faire remonter si ça correspond ou non qualitativement à ce qui est exigé. Il n'y a aucun point ou procédure qualité qui ne demande pas à celui qui est au point le plus fin de distribution de s'assurer que ce qui sort du camion ou de ce qui est livré effectivement derrière est conforme. On peut imaginer même effectivement de dire vous n'avez aucune responsabilité, vous en tant qu'association. Tout va être contrôlé exhaustivement. Ou ce problème du coût du marché public que vous posez, c'est un problème de coût très nettement insuffisant par rapport au ratio effectivement de dépenses liées au contrôle rapporté au niveau des denrées. Nous savons, parce que nous échangeons aussi avec d'autres acteurs qui achètent des produits pour voir comment ils font. Moi, j'ai échangé avec la responsable d'un très grand groupe effectivement de distribution de produits surgelés. Je masque le nom, mais vous pouvez peut-être penser à qui c'est. Et ils ont eu effectivement de tels soucis et inquiétudes, notamment après l'affaire Spanghero, qu'ils ont multiplié les contrôles et je pense qu'ils ont un ratio effectivement dépenses au titre du contrôle sur achat des denrées qui est très nettement supérieur au nôtre. Et donc moi, plutôt que de penser que c'est un marché qui est très coûteux que celui qui a été passé par FranceAgriMer avec Mérieux Nutrition, pense peut-être qu'il faudrait que nous nous interrogions sur ce ratio et peut-être augmenter
dans le cadre des crédits d'assistance technique ou dans la rémunération de France Agrimaire, voilà, il y a des entreprises qui font des tests ADN sur les produits. Maintenant que ce sujet de la viande de cheval mélangée à la viande de bœuf. Donc vraiment, je pense qu'un système de contrôle et de qualité repose sur la responsabilité de l'ensemble des acteurs et qu'on ne peut pas imaginer que les associations n'aient aucun rôle d'alerte et n'aient pas la capacité elles-mêmes de faire tester des produits si elles souhaitent effectivement derrière saisir les autorités sanitaires. Voilà. C'était la table ronde du Sénat sur cette affaire des faux steaks hachés livrés à des associations caritatives françaises. Et justement, les responsables du monde caritatif ont expliqué qu'ils avaient donné l'alerte 4 mois avant que l'administration ne détecte cette fraude. Du côté de l'État, on reporte la responsabilité sur ces associations qui auraient dû contrôler la marchandise livrée. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée et très bonne semaine sur Public Sénat.